Je ne prendrai pas de photos avec toi, David. Tu n'es pas mon vrai fils. Les mots de ma mère ont résonné dans le gymnase bondé du lycée Lincoln comme un coup de canon. 400 personnes, parmi lesquelles mes camarades de classe, ma famille et mes professeurs, se sont instantanément tus. Même le bébé qui pleurait au 5e rang a cessé de faire du bruit. Je me tenais au milieu du passage entre les chaises et la scène, mon nom résonnant encore dans les haut-parleurs après avoir été appelé pour recevoir mon diplôme. Au lieu d'applaudissements et de flashs d'appareils photo, j'ai reçu l'humiliation publique la plus dévastatrice de ma vie. Je m'appelle David et, à 18 ans, je viens d'être rejeté par ma mère adoptive devant toute la communauté. Mais tandis que Patricia pensait me détruire avec sa déclaration calculée et cruelle, elle ne se rendait pas compte d'une chose fondamentale. Je savais déjà exactement comment cette histoire allait se terminer. « Tu devrais être reconnaissant pour tout ce que nous avons fait pour toi », a poursuivi Patricia d'une voix ferme, comme si elle faisait une déclaration officielle. Elle se tenait au 4e rang, les bras croisés et l'air hautain. « Mais puisque tu vas à l'université, il est temps que tu apprennes comment fonctionne la vraie vie sans notre aide. » Thomas, son mari depuis 2 ans, tirait désespérément sur la manche de son blazer, lui chuchotant quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Son visage était pâle comme du papier. Le bébé de 6 mois qu'elle tenait dans ses bras, censé être ma petite sœur, s'est remis à pleurer, comme s'il pouvait sentir la tension dans l'air. La foule a éclaté en murmures de choc. Les téléphones portables se sont tournés vers nous, enregistrant chaque seconde de cette catastrophe familiale. Demain, ce serait sur tous les réseaux sociaux, un garçon rejeté par sa mère lors de la remise des diplômes. Sauf qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait réellement. J'aurais dû sortir en courant de ce gymnase en pleurant. J'aurais dû me sentir dévasté, humilié, brisé. C'était ce que Patricia attendait. C'était ce que tout le monde attendait. Au lieu de cela, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire triste ou forcé. C'était un sourire sincère, le genre de sourire qui, selon ma mère biologique, illuminait tout mon visage avant qu'elle ne meure quand j'avais 12 ans. Parce que Patricia venait de me donner l'occasion parfaite. Eh bien, ai-je dit assez fort pour que le micro sur scène capte ma voix, puisque nous partageons des secrets de famille. Je me suis dirigé vers le podium au lieu d'aller directement à la table des diplômes. Le directeur a essayé de me diriger vers la bonne place, mais j'ai secoué la tête gentiment. J'ai quelque chose d'important à dire. J'ai réglé le micro. Le gymnase était si silencieux qu'on pouvait entendre le ronronnement de la climatisation. Tout le monde s'est penché en avant, attendant de voir comment cette situation étrange allait se dérouler. J'ai fouillé dans mon dossier de remise des diplômes et j'ai sorti une enveloppe blanche. La même enveloppe que je portais sur moi depuis 2 semaines, en attendant exactement ce moment. Patricia a raison. Ai-je commencé en la regardant droit dans les yeux. Je ne suis pas votre fils biologique. Je l'ai toujours su. Ma vraie mère me l'a dit quand j'avais 12 ans et s'est assurée que je comprenne à quel point j'étais aimé et désiré. L'assurance de Patricia a légèrement vacillé. Cela ne se déroulait pas comme elle l'avait prévu. Mais puisque nous parlons d'ADN et de secrets de famille, ai-je poursuivi en levant l'enveloppe, laissez-moi vous dire quelque chose d'intéressant sur la génétique. Thomas n'était plus seulement pâle, il était gris. Il secouait frénétiquement la tête en murmurant « non » à plusieurs reprises. Le bébé continuait de pleurer, mais il ne semblait même pas s'en apercevoir. Vous savez, ai-je dit en ouvrant lentement et délibérément l'enveloppe, parfois, ceux qui jettent des pierres vives dans les maisons de vers les plus fragiles. Le bruit du papier qui s'ouvrait a résonné avec un volume impossible dans le gymnase silencieux. Votre fille, ce bébé précieux que vous portez depuis 6 mois, n'est pas biologiquement vôtre, Patricia. Si vous aimez cette histoire de vengeance et de révélations choquantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé ensuite était encore plus dévastateur que tout ce que l'on pouvait imaginer. L'explosion de chuchotements et de cris qui a suivi ma révélation a été immédiate. Les gens se levaient de leurs chaises, tendant le cou pour mieux voir. Les téléphones portables enregistraient sous tous les angles. Mais je n'avais pas encore fini. Patricia entretient une relation avec Robert Mitchell, mon ancien professeur de mathématiques, depuis plus d'1 an, ai-je poursuivi, ma voix coupant le chaos. Le bébé qu'elle tient dans ses bras est sa fille, pas celle de Thomas. Thomas s'est effondré sur sa chaise, comme si quelqu'un lui avait coupé les jambes. Il ouvrait et fermait la bouche, mais aucun son ne sortait. Patricia poussa un gémissement étouffé et se précipita vers la sortie, toujours avec le bébé dans les bras. Elle trébuchait littéralement sur les rangées de chaises avec ses talons de créateur. J'ai les résultats du test ADN ici même. Annoncez-je en agitant les documents officiels. 99,9% de certitude. Robert Mitchell est le père biologique de cet enfant. Le gymnase est devenu un véritable chaos. Mes camarades sur scène étaient paralysés, oubliant leur propre remise de diplôme au profit de ce drame inattendu.
Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, vous devez connaître la véritable histoire de Patricia Coleman, la femme qui a passé 2 ans à me faire croire que j'étais un fardeau dans sa vie, alors qu'en réalité, c'était elle qui était trompée. Patricia avait toujours été une femme autoritaire. Même lorsque ma mère biologique, Hélène, était encore en vie, elle traitait notre famille comme un projet d'entreprise. Les dîners étaient des réunions où je devais rendre compte de mes notes et de mes activités. Les vacances étaient planifiées avec une précision militaire. Notre maison ressemblait plus à une salle d'exposition qu'à un foyer. Hélène adoucissait tout cela. Elle était mon refuge dans une maison qui ressemblait souvent davantage à un hôtel de luxe. Quand elle est décédée d'un cancer il y a 6 ans, je n'ai pas seulement perdu une mère, j'ai perdu ma traductrice émotionnelle, la seule personne qui pouvait amener Patricia à montrer une affection sincère. Le changement a été immédiat. Sans Hélène pour adoucir ses aspérités, Patricia est devenue encore plus distante. Les dîners se sont transformés en sessions silencieuses où elle vérifiait ses emails pendant que je mangeais seul. Les conversations se réduisaient à des grognements d'approbation ou de désapprobation sur mes bulletins scolaires. Puis Thomas est arrivé, 6 mois après les funérailles d'Hélène. Patricia l'a ramené à la maison un jeudi quelconque. Il était tout ce qu'Hélène n'était pas, froid, calculateur, poli comme un mannequin de vitrine. Alors que ma mère portait des pulls confortables et sentait toujours les biscuits faits maison, Thomas portait des costumes sur mesure et des parfums coûteux qui coûtaient plus cher que mon argent de poche annuel. « Tu dois être le fils », m'a-t-il dit la première fois que nous nous sommes rencontrés, comme si j'étais un meuble curieux plutôt qu'un adolescent en deuil. Patricia l'a épousé 8 mois plus tard. C'était une petite cérémonie, avec seulement la famille proche et quelques associés. Je portais le costume noir que Hélène m'avait acheté pour les occasions spéciales, et Patricia faisait des remarques passives-agressives sur ma face gothique à qui voulait l'entendre. La maison a changé après le départ de Thomas. Les bougies à la vanille de Hélène ont été remplacées par des diffuseurs coûteux qui sentaient le magasin de grands magasins. Ces coins lecture douillets sont devenus des espaces d'exposition pour la collection de figurines en cristal de Patricia. Même les photos de famille ont changé. Nos photos avec Hélène ont été discrètement déplacées vers des endroits moins visibles, remplacées par des portraits professionnels de Patricia et Thomas qui semblaient sortir d'un magazine. Puis vint l'annonce de la grossesse. J'avais 16 ans et j'étais assis à la table du petit déjeuner avec un bol de céréales, lorsque Patricia posa sa main sur son ventre encore plat et sourit de ce sourire parfait. « Nous allons avoir un bébé », annonça-t-elle comme si elle commentait la météo. Le visage de Thomas s'illumina d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. De la joie pure, une émotion sincère, le genre d'expression que j'avais passé des années à essayer d'inspirer. Il a pris Patricia dans ses bras et l'a fait tournoyer dans la cuisine tandis qu'elle riait et protestait qu'elle allait avoir le mal de mer. Je suis resté assis là, ma cuillère à mi-chemin de ma bouche, à regarder cette démonstration de bonheur qui n'avait rien à voir avec moi. « C'est notre deuxième chance », a déclaré Thomas plus tard dans la soirée, la main posée protectivement sur le ventre de Patricia. « Notre chance de bien faire les choses. » Le message était clair. J'avais été une expérience, un essai. Ce bébé serait le vrai. C'est alors que j'ai commencé à prendre mes distances. Je passais plus de temps à la bibliothèque, restant jusqu'à la fermeture et rentrant chez moi à pied dans les quartiers tranquilles où je pouvais réfléchir. J'ai trouvé un emploi à temps partiel dans une librairie locale, en partie pour l'argent, mais surtout pour avoir une excuse pour être ailleurs. Le bébé est arrivé un mardi de mars, une petite fille parfaite et en bonne santé, avec des cheveux bruns et des yeux curieux. Ils l'ont appelée Emma, et Thomas a pleuré de joie. Cette fois, il a tenu sa fille comme si elle était en verre, lui murmurant des promesses sur toutes les choses qu'ils feraient ensemble, toutes les façons dont il serait un bon père. Je regardais depuis la porte de la chambre d'hôpital, invisible comme toujours, me demandant s'il m'avait tenu ainsi quand j'étais petit. Mais c'est lors de ces visites nocturnes à l'hôpital que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Robert Mitchell, mon ancien professeur de mathématiques au lycée, semblait passer beaucoup de temps à l'hôpital. Plus de temps que la plupart des connaissances de la famille. Robert était propriétaire d'une société de conseil financier prospère et n'avait jamais été marié ni eu d'enfant. Il était charmant, riche, et avait toujours été le sujet de conversation préféré de Patricia lors des dîners de famille. Trop préféré, peut-être. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler lentement, comme un puzzle que je ne voulais pas résoudre. Des appels téléphoniques tard dans la nuit que Patricia coupait brusquement lorsque quelqu'un entrait dans la pièce. Des sorties shopping où elle revenait avec des sacs provenant de magasins que Robert avait mentionnés. La façon dont elle s'animait lorsque son nom venait dans la conversation, essayant rapidement de cacher sa réaction. Si vous trouvez cette histoire d'infidélité et de secrets de famille intrigante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que j'ai découvert ensuite était encore plus choquant que tout ce que l'on pouvait imaginer. 3 mois après la naissance d'Emma,
Je devais être en train de dormir quand j'ai entendu Patricia parler au téléphone dans la cuisine. Il était plus de minuit et elle chuchotait, mais le son résonnait dans notre vieille maison. J'ai dit à Robert d'arrêter d'envoyer des cadeaux ici, disait-elle. Thomas commence à se méfier de l'attention que tu portes au bébé. Mon sang s'est glacé. Je sais que tu veux t'impliquer, a poursuivi Patricia. Mais nous devons être prudents, au moins jusqu'à ce qu'Emma soit plus grande. Ensuite, nous pourrons peut-être trouver un moyen de lui dire la vérité sur son vrai père. Ce soir-là, Patricia avait scellé son destin. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que pendant 3 mois, j'avais méticuleusement documenté chaque preuve de sa trahison, constituant un dossier irréfutable. Car une partie de moi était déjà en train d'élaborer un plan, une façon d'utiliser ces informations le moment venu, lorsque Patricia finirait par me pousser trop loin. En fin de compte, le jour de la remise des diplômes fut exactement ce moment. Mais ce que Patricia ignorait, c'était le nombre de secrets que j'avais découverts et à quel point les conséquences seraient dévastatrices lorsque je déciderais enfin de les révéler au monde entier. Lors de cette conversation téléphonique de minuit qui a tout changé, je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Je suis resté allongé dans le noir, analysant chaque mot que Patricia avait murmuré, essayant de décider quoi faire de l'information qui venait de me tomber dessus. Une partie de moi voulait descendre immédiatement et les confronter. Une autre partie voulait appeler Thomas à ce moment précis et tout lui raconter. Mais une troisième partie, celle qui avait appris à survivre dans une maison où l'affection était rare, me disait d'être patient, de rassembler plus de preuves, de monter un dossier irréfutable. C'est cette troisième voie qui a prévalu. Et c'est aussi cette nuit-là que j'ai pris la décision qui allait changer le cours de ma vie. Si Patricia essayait un jour de se débarrasser de moi, j'aurais les outils pour détruire le monde parfait qu'elle croyait avoir construit. Le comportement de Patricia est devenu encore plus effronté après cet appel, comme si le fait de verbaliser son secret la rendait plus sûre d'elle, plus protégée. Elle a commencé à sortir plus souvent, toujours avec des excuses élaborées concernant des engagements sociaux ou des rendez-vous médicaux pour Emma. « Je dois emmener Emma chez le pédiatre aujourd'hui », annonçait-elle au petit déjeuner, vêtue d'une robe qui coûtait plus cher que mon allocation annuelle. « Ça peut prendre quelques heures. » Thomas se contentait de grogner en signe d'approbation, déjà concentré sur ses emails matinaux. Mais j'ai commencé à prêter attention aux détails. Patricia rentrait à la maison avec des sacs de courses coûteux, mais ne mentionnait jamais être allée dans les magasins. Ses cheveux étaient toujours parfaitement coiffés, comme si elle sortait du salon, mais elle ne parlait jamais d'être allée chez le coiffeur. Et il y avait une lueur dans ses yeux, le genre de satisfaction qui vient des aventures secrètes. Robert a également intensifié ses visites. Avant, il venait dîner en famille 1 ou 2 fois par mois. Maintenant, il était toujours là. « Je suis juste venu voir ma petite fille », disait-il en prenant Emma dans ses bras avec une familiarité qui allait au-delà de l'affection typique d'une connaissance de la famille. Thomas était fier de l'attention que Robert portait au bébé. « C'est bien de voir à quel point tu tiens à ta famille », disait-il à son ancien professeur. « Emma a de la chance d'avoir quelqu'un comme toi près d'elle. » S'il savait. La situation a considérablement empiré lorsque Patricia a décidé qu'il était temps de me endurcir. Elle avait mis dans la tête de Thomas des idées toxiques sur mon prétendu manque de gratitude et mon comportement distant. « David doit apprendre à être responsable », a-t-elle déclaré lors d'un dîner, en berçant gentiment Emma sur ses genoux pendant qu'elle parlait. À 17 ans, je travaillais déjà et payais mes propres factures. Patricia a raison, a acquiescé Thomas en me regardant avec cette expression clinique que je connaissais bien. Il a été trop gâté. Il est temps qu'il mûrisse. C'est ainsi que les règles ont commencé. Couvre-feu à 21h. Interdiction d'utiliser la voiture le week-end. Réduction de l'argent de poche. Tâches ménagères supplémentaires que Patricia inventait chaque jour. Nettoie le sous-sol, ordonnait-elle. Range le garage. Lave les vitres à l'intérieur et à l'extérieur. Chaque ordre était accompagné de ce doux sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Le pire, c'était les dîners en famille quand Robert était présent. Patricia se transformait en une version exagérée de l'épouse dévouée, touchant constamment le bras de Thomas, riant trop fort à ses blagues, faisant preuve d'affection maternelle envers Emma. Mais je voyais comment ses yeux se détournaient vers Robert quand Thomas ne regardait pas. Je voyais comment Robert tenait Emma pendant des périodes inutilement longues, lui chuchotant des choses que personne d'autre ne pouvait entendre. Au cours d'une de ces scènes grotesques, j'ai pris ma deuxième grande décision. Je ne serai plus un observateur passif. Je serais un documentariste actif. J'ai commencé doucement. Une photo discrète de Robert tenant Emma de manière excessivement protectrice. Un enregistrement audio de Patricia mentant sur l'endroit où elle avait passé l'après-midi. Des captures d'écran des heures étranges auxquelles elle vérifiait son téléphone. Puis j'ai découvert que notre système de sécurité domestique enregistrait plus que Thomas ne le pensait.
Thomas avait installé des caméras dans toute la maison après plusieurs cambriolages dans le quartier. C'est pour notre protection, expliquait-il. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le système enregistrait automatiquement toutes les vidéos sur un serveur cloud, et j'avais mémorisé le mot de passe lorsque le technicien l'avait configuré devant moi. 3 mois d'enregistrement m'ont fourni une mine de preuves. Patricia au téléphone, murmurant des déclarations d'amour à quelqu'un qui n'était clairement pas Thomas. Robert lui rendant visite pendant la journée lorsque Thomas était au travail, entrant avec sa propre clé. Des moments intimes entre eux dans notre salon, sur notre canapé, tandis qu'Emma dormait dans sa poussette à côté. Mais la preuve la plus accablante venait de Patricia elle-même. Dans un enregistrement datant du mois d'avril, Patricia était seule avec Emma dans la cuisine lorsque le bébé s'est mis à pleurer. Elle l'a prise dans ses bras, l'a bercée doucement et s'est mise à chanter une berceuse. Mais au milieu de la chanson, elle s'est arrêtée et a murmuré « Chut, mon amour. Papa Robert viendra te voir demain. Nous devons juste garder notre secret encore un tout petit peu. » Elle a embrassé le front du bébé et a continué. « Quand tu seras grande, tu comprendras pourquoi maman a dû faire ça. Thomas est un homme bien, mais ce n'est pas ton vrai père. Ton vrai père t'aime très, très fort. » Cet enregistrement m'a rendu physiquement malade. Pas seulement à cause de la trahison évidente, mais aussi à cause de la froideur calculée avec laquelle Patricia nous manipulait tous. Thomas, qui croyait sincèrement qu'il élevait sa première fille biologique. Emma, qui grandirait entourée de mensonges depuis son berceau. Et moi, systématiquement écarté de la famille pour faire place aux vrais enfants de Patricia. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma 3e et plus importante décision. Quand le moment serait venu, et je savais qu'il viendrait, je ne me contenterais pas de révéler la vérité. Je détruirais complètement la façade que Patricia avait construite. Mon occasion s'est présentée plus tôt que prévu. Thomas était devenu de plus en plus critique à l'égard de mes projets universitaires. « Tu penses vraiment que tu mérites Harvard ?» m'a-t-il demandé lors d'un petit déjeuner tendu. « Il existe des universités publiques parfaitement adaptées à quelqu'un avec tes notes. » Patricia acquiesça en signe de soutien. « Thomas a raison, David. Tu dois être plus réaliste quant à tes choix. » Mais c'est la conversation que j'ai entendue entre 3 semaines avant la remise des diplômes qui a scellé leur destin. Je montais les escaliers lorsque j'ai entendu des voix tendues provenant de leur chambre. La porte était entr'ouverte et les mots m'ont parvenu avec une clarté cristalline. « Tu envisages vraiment de lui couper les vivres pour l'université ?» demanda Patricia, mais son ton n'était pas inquiet, plutôt soulagé. « Pourquoi pas ?» répondit Thomas. « Ce n'est pas mon fils. J'ai fait mon devoir en lui donnant un toit et une éducation de base. Il est temps maintenant qu'il apprenne à subvenir à ses besoins. Et quand vas-tu lui annoncer la nouvelle ? À la remise des diplômes. En public. De manière définitive, sans laisser place à aucune manipulation émotionnelle ultérieure. » Patricia rit doucement, d'un rire satisfait. « Eh bien, cela résoudra certainement notre problème. Avec David hors du chemin, Emma pourra grandir en tant que fille unique, comme il se doit. » Ce soir-là, je m'assis sur mon lit avec tous les dossiers que j'avais rassemblés. Des mois de preuves méticuleusement documentés. Des enregistrements, des photos, des reçus, des conversations transcrites. Un dossier complet et irréfutable contre Patricia et Robert. Thomas pensait qu'il me chassait d'une famille qui ne m'avait jamais vraiment aimé. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était sur le point de découvrir que la famille qu'il croyait avoir construite n'était qu'un mensonge depuis le début. Tout en classant les preuves par ordre chronologique, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Le contrôle total de mon propre destin. Lors de la remise des diplômes, Thomas aurait son moment d'humiliation publique calculé. Mais j'aurais ma vengeance complète et dévastatrice. Et contrairement à ces mensonges soigneusement construits, chaque mot que je prononcerais serait absolument vrai. La seule question qui restait était, Thomas survivrait-il à l'effondrement total de sa réalité ? Car lorsque j'aurais fini d'exposer tous les secrets que Patricia croyait avoir enterrés, il ne resterait plus rien du monde parfait qu'il pensait avoir. Depuis cette conversation sur la suppression de mon financement universitaire, je savais que j'avais 3 semaines pour monter un dossier irréfutable. 3 semaines pour rassembler des preuves qui non seulement prouveraient l'adultère, mais le détruiraient complètement. Obtenir des échantillons d'ADN a été plus facile que je ne l'avais imaginé. Robert venait dîner tous les dimanches, comme d'habitude. Lors d'une de ses visites en avril, pendant qu'il jouait avec Emma dans le salon, j'ai récupéré quelques mèches de cheveux dans la salle de bain où il s'était séché. J'ai pris les cheveux de Thomas dans sa brosse dans la salle de bain principale, ce qui était assez facile lorsque Patricia était occupée avec le bébé. L'échantillon d'Emma a été plus compliqué, mais les bébés bavent constamment. J'ai attendu que Patricia laisse une tétine sur la table basse et je l'ai discrètement mise dans un sac en plastique.
Trouver un laboratoire d'analyse ADN qui travaille avec des mineurs a été le plus difficile. La plupart exigeaient le consentement des parents ou des documents légaux. Mais j'ai trouvé un petit laboratoire privé de l'autre côté de la ville qui posait moins de questions lorsque j'ai payé en espèces et expliqué que c'était pour un projet scientifique à l'école. La technicienne, une femme fatiguée d'une 50aine d'années, a à peine jeté un œil à mes échantillons. Test de paternité standard, a-t-elle confirmé. Les résultats seront prêts dans 2 ou 3 semaines. Nous vous appellerons quand ils seront prêts. Ces 3 semaines ont été une torture. Chaque jour, j'observais Patricia jouer son rôle d'épouse parfaite et de mère dévouée. J'observais Thomas fondre de fierté devant sa fille. Je regardais Robert lui rendre visite trop souvent et tenir Emma dans ses bras pendant des périodes inutilement longues. Pendant ce temps, je rassemblais davantage de preuves. Des reçus d'hôtel que Patricia laissait tomber de son sac à main. Des enregistrements d'appels étranges sur le téléphone fixe. Des bijoux coûteux qui apparaissaient à son poignet, notamment ce bracelet que j'ai immédiatement reconnu comme appartenant à Hélène. Ce bracelet m'a mis plus en colère que toute autre chose. Thomas l'avait donné à Robert après la mort d'Hélène, disant qu'il voulait garder un souvenir d'elle dans la famille. Voir Patricia porter un symbole de l'amour de ma mère comme trophée de sa trahison a été le moment où tous les doutes qui subsistaient ont complètement disparu. Thomas, quant à lui, était de plus en plus sûr de ses plans pour la remise des diplômes. Pendant les dîners, il faisait des commentaires sur la responsabilité personnelle et l'importance d'apprendre à subvenir à ses propres besoins. Patricia souriait et acquiesçait, les yeux brillants d'une satisfaction mal dissimulée. 18 ans, c'est assez pour être indépendant, disait-elle en installant Emma sur ses genoux. Il est temps que David construise sa propre vie. Si vous suivez cette stratégie minutieuse et cette quête de vérité, abonnez-vous à la chaîne, car vous n'avez encore rien vu. L'appel du laboratoire est arrivé un jeudi après-midi. Je travaillais à la librairie lorsque mon téléphone a sonné. Monsieur Richardson, vos résultats sont prêts à être retirés. Ma main tremblait lorsque j'ai raccroché. C'était le moment de vérité. Une fois que j'aurais vu les résultats, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Je ne pourrais plus prétendre ignorer ce que je savais. J'ai conduit jusqu'au laboratoire après le travail, l'estomac noué par le stress. Linda m'a remis une enveloppe scellée à mon nom. Les résultats sont sans appel, m'a-t-elle dit, mais je n'ai pas réussi à déchiffrer son expression. Je me suis assis dans ma voiture sur le parking du laboratoire, regardant l'enveloppe. Une partie de moi voulait la déchirer immédiatement. Une autre partie voulait la jeter à la poubelle et faire comme si rien ne s'était passé. Au lieu de cela, j'ai pris la route vers chez moi et j'ai caché l'enveloppe dans mon exemplaire de Jane Eyre, le livre préféré d'Hélène qu'elle m'avait lu d'innombrables fois quand j'étais petit. Il me semblait approprié de cacher les preuves des secrets d'une famille dans l'histoire d'une autre orpheline qui cherchait sa place dans le monde. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe ce jour-là, ni cette semaine-là, parce que quelque chose me disait que je la gardais pour un moment précis, pour quand j'aurais besoin de l'arme parfaite. Ce moment est arrivé le matin de la remise des diplômes, lorsque j'ai entendu Thomas et Patricia planifier mon humiliation publique à l'étage inférieur. Le moment idéal, disait Thomas. En public, à la fin, sans possibilité de manipulation émotionnelle. Patricia a ri doucement. Eh bien, cela résoudra certainement notre petit problème. Avec David hors du chemin, Emma pourra grandir en tant que fille unique. C'est ce matin-là que j'ai enfin ouvert l'enveloppe. 99,9% de certitude. Robert était le père biologique d'Emma. Assise sur mon lit, les résultats dans les mains, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Le contrôle total de mon propre destin. Thomas pensait qu'il me préparait une embuscade pour la remise des diplômes. Il ne se doutait pas qu'il marchait droit dans le piège que je lui avais tendu. Tout en m'habillant soigneusement ce matin-là, non pas pour lui, mais pour moi, j'ai rangé les résultats du test ADN dans mon dossier de remise des diplômes, juste à côté du discours que je savais ne jamais prononcer. Thomas allait avoir son moment d'humiliation publique calculé. Mais quand j'aurais fini, il ne resterait plus rien du monde parfait qu'il croyait avoir construit. Et le meilleur dans tout ça, chaque mot que j'étais sur le point de prononcer serait absolument vrai. La seule question qui restait était de savoir si Thomas survivrait à l'effondrement total de la réalité qu'il croyait connaître. Car une fois que j'aurais révélé tous les secrets que Patricia avait enterrés, toute sa vie serait dévoilée comme un mensonge construit sur la trahison et la manipulation. Le trajet jusqu'à l'école fut tendu. Thomas conduisait avec cette expression déterminée que je connaissais bien, la même qu'il avait avant les réunions importantes où il prévoyait de démanteler la concurrence. Patricia était agitée sur le siège passager, ajustant compulsivement le rétroviseur et vérifiant son maquillage pour la 5e fois. « Ça va ?» demanda Thomas, mais son ton suggérait que la question était plus protocolaire que sincère. « Je suis juste nerveuse pour le discours », mentit Patricia doucement, berçant Emma sur ses genoux. «
Je veux que tout soit parfait pour David. L'ironie était si dense que j'en ai presque eu le souffle coupé. Patricia était nerveuse, mais pas pour la raison que Thomas imaginait. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Les femmes qui vivent dans le mensonge développent un instinct aigu pour détecter quand d'autres personnes peuvent également cacher des secrets. Dans le gymnase de Westfield, j'ai observé Thomas choisir stratégiquement nos places. 4e rangée, au centre. Assez près pour être vu, assez loin pour pouvoir partir discrètement. Il s'est installé, les bras croisés, vérifiant son téléphone à plusieurs reprises comme un cadre attendant une présentation qu'il savait qu'il allait dominer. Patricia s'est assise à côté de lui, tapotant nerveusement la poignée de son sac à main. Emma était agitée, comme si elle pouvait sentir la tension dans l'air. Les autres parents autour de nous riaient et prenaient des photos. L'énergie typique d'une cérémonie de remise des diplômes emplissait la salle. Thomas n'avait aucune idée qu'il était sur le point de devenir le centre d'un drame qui allait détruire sa vie en quelques minutes. La cérémonie a commencé normalement. Le discours du directeur sur les nouveaux départs et les possibilités infinies. La présentation du major de la promotion sur la poursuite des rêves et le dépassement des obstacles. Je n'écoutais même pas les mots. Mon attention était entièrement concentrée sur Thomas, guettant le moindre signe de ce qui allait se passer. Quand ils ont commencé à appeler les noms par ordre alphabétique, l'atmosphère dans le gymnase est devenue électrique. Chaque diplômé a eu son moment de gloire, avec des applaudissements, des cris d'encouragement et des flashs d'appareils photo. C'était magnifique et émouvant, exactement comme une remise de diplôme devrait l'être. Puis mon tour est arrivé. David Richardson. Je me suis levé, lissant ma toge, et j'ai commencé à marcher vers la scène. Le gymnase a plongé dans ce silence respectueux qui accompagne le moment de chaque diplômé. C'est alors que Thomas s'est levé. Pas pour applaudir. Pas pour crier de fierté. Il s'est levé comme s'il s'apprêtait à prononcer un discours d'entreprise. Mais ce qu'il n'avait pas remarqué, c'est que chaque pas que je faisais vers la scène était en fait un pas vers le micro. Et une fois que j'y serais arrivé, c'est ma voix qui résonnerait dans ce gymnase, pas la sienne. « Patricia !» ai-je crié alors qu'elle trébuchait sur les chaises en essayant de s'échapper. « Tu devrais peut-être faire plus attention à l'endroit où tu laisses tes reçus d'hôtel et tes bijoux coûteux, en particulier ce bracelet qui appartenait à ma mère Hélène. » Les lourdes portes du gymnase se refermèrent derrière elle dans un fracas qui résonna comme un coup de tonnerre. Patricia avait disparu, mais Thomas restait assis comme une statue brisée, me regardant comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Son visage était passé de confiant à confus, puis à complètement dévasté en quelques minutes. Mais ce n'est pas tout, ai-je poursuivi, ma voix tranchant le chaos ambiant. Le gymnase était en effervescence. Les gens criaient des questions, se levaient de leurs chaises, filmaient tout avec leur téléphone. Parce que pendant que Patricia pensait cacher ses secrets à la perfection, chacun de ses mouvements était filmé. J'ai sorti mon téléphone et l'ai connecté au système audio de l'école. Le premier enregistrement a commencé à résonner dans les haut-parleurs, clair comme de l'eau de roche. C'était la voix de Patricia chuchotant au téléphone. « Michael a dit qu'il allait arrêter d'envoyer des cadeaux ici. Thomas commence à se méfier de l'attention que tu portes au bébé. » Le gymnase était plongé dans un silence de mort. 400 personnes écoutaient une confession d'adultère en temps réel. Et en voici une autre, annonçait Jean passant à l'enregistrement suivant. La voix de Patricia parlant à Emma. « Chut, mon amour. Papa Robert vient te voir demain. Nous devons juste garder notre secret encore un peu. » Thomas retrouva enfin sa voix. « Ce n'est pas possible, » balbutia-t-il en se levant de sa chaise, les jambes tremblantes. « Oh, si, c'est bien possible, » répondis-je en rangeant mon téléphone. Tout comme les reçus d'hôtel que j'ai trouvés dans son sac. Le Marriott Downtown, tous les mardis après-midi depuis 6 mois. Toujours la même chambre. Toujours payé en espèces. Je me suis avancé jusqu'au bord de la Seine, le regardant droit dans les yeux. Et ce bracelet en diamant qu'elle porte? Le même que tu as donné à Robert après la mort d'Hélène? C'est drôle qu'il se soit retrouvé au poignet de Patricia le jour de l'anniversaire d'Emma. La foule était complètement hypnotisée. Même les bébés avaient cessé de pleurer. C'était comme regarder un accident de train au ralenti. Personne ne pouvait détourner le regard. « Vous voulez savoir le meilleur, Thomas ?» demandai-je, ma voix résonnant dans le gymnase silencieux. « Robert a une clé de notre maison. Patricia la lui a donnée il y a 8 mois. Vous voulez voir les enregistrements de vidéosurveillance où on le voit entrer pendant que vous étiez au travail ?» Thomas s'est effondré sur sa chaise. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable. « Comment savais-tu tout ça ?»« Parce que contrairement à toi, je fais attention, » ai-je répondu. « Pendant que tu étais trop occupé par tes réunions d'entreprise pour remarquer que ta femme rentrait à la maison avec une coiffure de salon sans jamais être allée chez le coiffeur, je documentais chaque mensonge. »
Je sortis une autre pile de papier de mon dossier. Les relevés téléphoniques. 347 appels entre Patricia et Robert au cours des 12 derniers mois. La plupart entre 22h et 1h du matin, pendant que vous dormiez. La foule murmurait, sous le choc. Les gens chuchotaient entre eux, digérant chaque nouvelle révélation. Et ici, ai-je poursuivi en brandissant un autre document, voici le relevé de la carte de crédit que Patricia a ouverte en secret. 42 000 $ dépensés en hôtels, bijoux, lingerie de luxe et cadeaux pour Robert. Le tout couvert par un compte au nom de jeune fille, dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Thomas pleurait maintenant. De vraies larmes coulaient sur son visage, alors que la réalité de sa situation finissait par s'imposer à lui. « David, je t'en supplie, » implora-t-il d'une voix brisée. « Arrête ça. Tout le monde peut entendre. »« Exactement, » répondis-je calmement. « Tout le monde peut entendre. Tout comme tout le monde a entendu quand tu as décidé de m'humilier publiquement. La différence, c'est que tes humiliations étaient basées sur des mensonges calculés. Mes révélations sont basées sur des faits documentés. » Je regardai la foule, puis me tournai vers lui. « Tu voulais que tout le monde sache que je n'étais pas ton fils biologique. Félicitations. Mission accomplie. Mais en échange, tout le monde sait maintenant que le bébé que tu pensais être ton premier enfant biologique n'est pas le tien non plus. » L'ironie était dévastatrice et tout le monde dans le gymnase pouvait le sentir. « Vous avez perdu 2 familles aujourd'hui, Thomas, » ai-je poursuivi. La famille adoptive que vous avez rejetée par orgueil, et la famille biologique qui a découvert que c'était un mensonge par trahison. Robert Mitchell est apparu à l'entrée du gymnase à ce moment-là, ayant manifestement été appelé par quelqu'un. Quand il a vu la scène, Thomas en larmes, la foule silencieuse, moi sur scène avec un micro, son visage est devenu blanc comme un linge. « Ah, Robert !» ai-je crié. « Quel timing parfait! Nous étions justement en train de parler de vous. » Il a essayé de reculer, mais plusieurs personnes l'avaient déjà reconnu et le montraient du doigt. Il n'y avait pas d'issue. « Thomas, » ai-je dit en m'approchant du micro pour une dernière révélation. « Patricia ne t'a pas seulement trompé avec Robert. Elle a tout planifié depuis le début. Son mariage avec toi n'était qu'une sécurité financière pendant qu'elle construisait sa vraie vie avec lui. » J'ai sorti l'enregistrement final, celui que j'avais gardé comme atout ultime. La voix de Patricia résonna dans les haut-parleurs. « Quand Emma sera un peu plus grande, nous devrons dire la vérité à Thomas. Il sera dévasté, mais au moins Emma aura déjà trouvé son identité. Et s'il décide de se battre pour la garde, j'ai suffisamment de preuves de négligence émotionnelle pour m'assurer que cela n'arrivera jamais. » Le silence dans le gymnase était assourdissant. Thomas regarda Robert, puis moi, puis les portes par lesquelles Patricia avait disparu. En quelques minutes, tout son monde s'était effondré. « Pourquoi » murmura-t-il. « Pourquoi avez-vous fait ça ?»« Parce que vous m'avez donné l'occasion parfaite. » répondis-je en éteignant le micro et en me dirigeant vers la table des diplômes. « Tu voulais m'humilier publiquement pour te débarrasser de moi sans confrontation émotionnelle ultérieure. Eh bien, étant donné que chaque mot que j'ai dit est vrai et que chaque mot que tu avais prévu de dire était une manipulation calculée, je dirais que justice a été faite. » J'ai pris mon diplôme des mains tremblantes du directeur, qui semblait complètement bouleversé par tout ce dont il avait été témoin. « Félicitations pour ton diplôme, » murmura-t-il machinalement. « Merci. » répondis-je en posant pour la photo officielle comme si de rien n'était. Ce fut vraiment une journée mémorable. Alors que je me dirigeais vers la sortie, mon diplôme à la main, j'entendais Thomas derrière moi, criant mon nom d'une voix désespérée et brisée. « David! Attends! S'il te plaît, nous devons parler. » Mais je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas arrêté de marcher. J'avais passé 18 ans à attendre son approbation, son acceptation, son amour. J'avais passé des mois à planifier ce moment précis, sachant que tôt ou tard, il essaierait de m'éloigner de sa vie. Mais je ne m'étais jamais attendu à ce que ce soit aussi facile. Le piège qu'il m'avait tendu, l'humiliation publique calculée, la cruauté stratégique, s'était retourné contre lui de manière spectaculaire. Il voulait se débarrasser de moi en silence, me faire disparaître sans complication. Au lieu de cela, il m'avait offert la scène parfaite pour ma vengeance. Et le meilleur dans tout ça, chaque mot que j'avais prononcé était vrai. Le test ADN, l'affaire, les reçus d'hôtel. J'avais des preuves de tout, des mois d'enquête minutieuse, de filature de Patricia, de collecte de preuves. Thomas se croyait si intelligent, si stratégique. Il pensait pouvoir me manipuler comme il manipulait tous les autres dans sa vie professionnelle. Il avait tort. Lorsque j'ai poussé les portes du gymnase, je pouvais encore entendre le chaos derrière moi. Des gens criaient des questions, des téléphones sonnaient, le directeur essayait désespérément de rétablir l'ordre. Mais j'en avais fini avec tout ça.
Fini Thomas, sa fausse famille, faire semblant d'être reconnaissante pour quelques miettes d'affection. J'avais mon diplôme, ma bourse pour Harvard et la satisfaction de savoir que parfois, la meilleure vengeance est simplement la vérité. Le parking était presque vide lorsque je me suis dirigé vers ma voiture. Tout le monde était encore à l'intérieur, collé à son siège par le drame. J'ai jeté ma toque sur la banquette arrière et j'ai démarré le moteur. Dans le rétroviseur, j'ai vu des gens commencer à sortir du gymnase, discutant avec animation, leur téléphone collé à l'oreille. J'ai souri à nouveau et je suis parti. Qu'ils parlent, que toute la ville parle. J'étais enfin libre. 3 mois après la remise des diplômes, Thomas avait tout perdu. Son divorce avec Patricia avait été prononcé en un temps record. Elle avait disparu avec Emma et n'avait plus jamais été revue en ville. Robert a tenté de tout nier jusqu'à ce que les preuves deviennent irréfutables. Il a perdu ses plus gros contrats lorsque l'histoire s'est répandue dans les cercles d'affaires locaux. Thomas s'est retrouvé seul dans la maison où vivait autrefois une famille. C'est alors qu'il s'est présenté à la porte de mon appartement. Méconnaissable. Les cheveux en bataille, le costume froissé, les yeux rougis par la fatigue. « David, dit-il d'une voix brisée. Je dois te parler. » Nous nous sommes assis dans la petite cour derrière l'immeuble. Pendant quelques minutes, aucun de nous n'a parlé. « Tu as bien fait de me dénoncer, dit-il finalement. J'aurais juste voulu te protéger avant. J'aurais voulu être le père que tu méritais, au lieu du lâche que j'ai été. » Pour la première fois de ma vie, j'ai vu Thomas pleurer pour de vrai. Ce n'étaient pas des larmes d'apitoiement sur soi-même, mais des larmes de regret sincère. « Tu peux me pardonner ?» a-t-il demandé d'une voix presque inaudible. J'ai pensé à Hélène, à ses paroles sur le fait de choisir l'amour plutôt que la peur. J'ai pensé à toute la rancœur que j'avais accumulée et à la façon dont elle me maintenait prisonnier du passé. « Oui, » répondis-je simplement. « Je te pardonne. » Ce pardon n'était pas pour lui. C'était pour moi. Il s'agissait de choisir le genre de personne que je voulais être. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Thomas et moi dînons ensemble une fois par mois. Il suit une thérapie et s'efforce de devenir une meilleure personne. Nous ne sommes pas une famille parfaite, mais nous sommes une famille authentique. Patricia n'a jamais essayé de me contacter. J'ai entendu dire qu'elle et Robert avaient déménagé dans un autre état et s'étaient mariés. Emma grandira en connaissant la vérité sur son père dès le début. Au moins, elle ne sera pas élevée dans le mensonge comme je l'ai été. J'ai découvert que la meilleure vengeance n'est pas de détruire quelqu'un, mais de refuser de laisser sa douleur vous détruire. C'est de construire une vie si épanouie que le passé perd tout pouvoir sur vous. À Harvard, où j'étudie le droit grâce à une bourse d'études, j'ai appris que la véritable justice ne vient pas toujours des tribunaux. Elle vient parfois du courage d'exposer la vérité quand tout le monde s'attend à ce que vous restiez silencieux. Thomas m'a appelé la semaine dernière, fier d'avoir décroché son premier emploi après la faillite de l'entreprise. « Je recommence à zéro », m'a-t-il dit. « Mais cette fois, je vais faire les choses comme il faut. » Si cette histoire de dépassement de soi et de choix vous a ému, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits sur la manière de transformer les pires expériences en opportunités de croissance. Car parfois, les personnes qui nous blessent le plus sont celles qui ont le plus besoin de notre pardon. Et parfois, pardonner est ce qui nous libère enfin. La vérité l'emporte toujours. Et l'amour est toujours plus fort que la vengeance.